Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Condoléances du président de la République à son homologue du Nigeria suite aux tragiques inondations qui ont touché les régions centrales de l'État du Niger. Un dernier bilan fait état de plus de 150 morts et de nombreux dégâts matériels. Nous vous parlerons par la suite de la visite officielle en Algérie de la délégation nigériane qui s'est rendue au complexe gazier d'Arzeu à Oran. L'étendue des capacités énergétiques de l'Algérie a été mesurée avec la volonté de renforcer la coopération économique. Réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins concernant la crise en Libye. Le ministre des Affaires étrangères ainsi que ses homologues égyptiens et tunisiens y ont pris part au Caire. Des consultations fructueuses et des discussions approfondies ont eu lieu. Dès demain, près de 800 000 élèves passeront les épreuves du BEM à travers tout le pays. 3 jours d'examen dans plus de 30 000 centres. Le dispositif est en place pour garantir le bon déroulement des épreuves avec un appui psychologique prévu également. Et puis nous célébrerons demain, 1er juin, la journée mondiale de l'enfance, l'occasion de rappeler ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire et de vous parler d'un jumelage entre plusieurs écoles du pays et d'un hommage aussi rendu au jeune Arbé Khacheb à travers une pièce de théâtre à Béchar. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente ses condoléances au président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, suite aux tragiques inondations qui ont touché les régions centrales de l'État du Niger. C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse que j'ai appris la tragédie survenue dans l'État du Niger, frappé par de violentes inondations, faisant des dizaines de victimes et de nombreux blessés, ainsi que d'importantes pertes matérielles, a écrit le président de la République dans son message. Au nom du peuple et du gouvernement algérien, ainsi qu'en mon nom personnel, je tiens à exprimer à votre Excellence, au peuple frère du Nigeria et aux familles endeuillées, mes plus sincères condoléances. C'est l'expression de notre pleine solidarité en cette douloureuse épreuve, priant Dieu Tout-Puissant d'avoir pitié des victimes et d'accorder aux blessés un prompt rétablissement. En vous réitérant mes sincères condoléances, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération. Fin du message du Président de la République. Ces inondations, justement dans la ville de Mokwa, au centre du Niger, ont causé la mort de plus de 150 personnes. Un bilan des victimes susceptible de s'alourdir, selon les secouristes. Ajoutez à cela les 3000 personnes et plus qui ont été déplacées, les centaines de maisons complètement détruites et puis 2 ponts emportés par les eaux. La délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria a effectué aujourd'hui une visite à Alger pour connaître l'expérience algérienne en matière d'économie bleue dans différents secteurs en lien avec le développement durable. La délégation a entre autres visité le centre de traitement des eaux à Sidi Fredj et la station de traitement des eaux usées à Sidi Abdallah, où elle a reçu des explications détaillées sur les développements enregistrés dans ce domaine. En visite officielle, comme vous le savez, en Algérie, la délégation nigériane s'est rendue à Arzeu, dans la wilaya d'Oran, pour découvrir de près les installations du complexe gazier. Sur place, les responsables ont pu mesurer l'étendue des capacités énergétiques de l'Algérie. Ils n'ont pas manqué de réaffirmer leur volonté de renforcer la coopération économique entre les deux pays et de concrétiser également un partenariat stratégique autour du gazoduc reliant le Nigeria, l'Algérie et l'Europe. Le compte rendu est signé Yasmine Amali. L'Algérie et le Nigeria, 2 pôles politiques mais aussi économiques à l'échelle africaine qui entretiennent des relations fondées sur des intérêts communs et un objectif partagé de développement. Dans ce contexte, des cadres de l'Institut national des études politiques et stratégiques ont visité des installations énergétiques de Sonatrach à Arzeu, illustrant le renforcement des échanges et de la coopération entre les 2 pays. Nigeria is looking forward to Algeria for
Le Nigeria attend avec impatience l'Algérie pour la commercialisation de son gaz vers l'Europe. Nous avons de grandes attentes et espérons que la coopération entre nos deux pays, Nigeria et Algérie, continuera à se renforcer au bénéfice de nos peuples frères. To the benefit of the good people of both countries and our two brotherly nations. Dans le cadre de la législation algérienne et grâce à sa place prédominante sur le continent, l'Algérie est devenue une destination privilégiée pour les Africains, attirés par son expertise humaine et son potentiel économique. L'objectif de ces visites est l'échange d'expertise avec l'Algérie, notamment quand vous le savez, le Nigeria est un pays africain stratégique avec des entreprises clés dans plusieurs secteurs. Ce partenariat est essentiel pour renforcer le partage de savoir-faire entre le Nigeria et l'Algérie. Une coopération algéro-nigérienne multidimensionnelle est de nature à faire progresser l'établissement de partenariats solides, prometteurs et influents. Chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a participé au Caire à la réunion ministérielle du mécanisme tripartite de voisinage sur la Libye, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens de la République arabe d'Égypte et du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger et de la Tunisie. Il s'agissait de trouver un règlement définitif à la crise libyenne. Les précisions avec Yanis Ebras. Alors que la tension monte dangereusement en Libye, notamment à Tripoli, les chefs de la diplomatie algérienne, égyptienne et tunisienne haussent le ton. Réunis au Caire dans le cadre de la coordination trilatérale, ils appellent à une désescalade immédiate, à la retenue absolue et à la fin de toute confrontation armée susceptible d'embraser la région. Les trois pays voisins insistent sur l'urgence de relancer un véritable processus politique sous l'égide des Nations Unies, capable d'unir les Libyens autour d'un projet commun. Ils plaident pour l'organisation rapide des élections présidentielles et législatives libres, transparentes et inclusives. Une étape cruciale pour sortir définitivement de l'impasse institutionnelle qui paralyse le pays depuis des années. Autre message fort, le rejet catégorique de toute ingérence étrangère, une ligne rouge martelée par Alger, le Caire et Tunis qui affirment que seule une solution libyenne portée par les Libyens eux-mêmes garantira une stabilité durable. Les interventions extérieures, jugées néfastes, ne font qu'alimenter les divisions et retarder la réconciliation. Les ministres ont également renouvelé leur plein soutien aux efforts de la commission militaire conjointe 5+5. Ils appellent à un retrait coordonné, progressif et véritable de toutes les forces étrangères, des mercenaires et des combattants non libyens, ainsi qu'à la réunification sans délai des institutions militaires et sécuritaires, condition sine qua non d'une paix crédible. Constat partagé. Les pays voisins directement concernés par les répercussions du conflit sont les mieux placés pour accompagner la Libye vers une sortie de crise. Ils s'engagent à maintenir une coordination étroite avec l'ONU et à soutenir toute dynamique favorisant la souveraineté, l'unité et le développement du pays. Un message clair, porté d'une seule voix. Il est temps pour la Libye de tourner la page des divisions et de reprendre en main son destin. Un prochain sommet trilatéral est prévu en Algérie puis en Tunisie avant la fin de l'année. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation au Soudan et au sud de Soudan, le représentant permanent de l'Algérie, Ammar Benjama, s'est exprimé au nom du groupe des trois, composé de l'Algérie, de la Sierra Leone et de la Somalie, et a réaffirmé l'engagement constant de ce groupe à maintenir un dialogue actif avec l'ensemble des États membres. Cette démarche vise à garantir que les questions encore en suspens soient pleinement prises en compte dans le cadre des prochaines délibérations du Conseil. Écoutons cette déclaration d'Ammar Benjama. L'Union africaine a toujours plaidé pour des sanctions efficaces, équilibrées et en appui aux efforts de paix des États membres. Fidèle à cette position de principe, la Sierra Leone, la Somalie et l'Algérie se sont abstenus lors du vote de cette résolution. Aujourd'hui, notre pays réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés des autres États membres pour que cette question et d'autres encore en suspens soient pleinement prises en compte dans les futures délibérations.
À Gaza, le cauchemar continue. Les bombardements sionistes sont incessants, les civils sont pris pour cible. En l'espace de quelques jours, près de 200 000 Palestiniens ont été contraints de fuir, déplacés encore et encore, sans savoir où se réfugier face à une extrême famine. Dans certains foyers, on survit avec une tasse de thé. Les convois humanitaires restent bloqués et pendant ce temps, l'armée d'occupation sioniste poursuit son offensive, ciblant sans distinction enfants et adultes. Rina Lorari. À Gaza, la situation ne cesse de s'aggraver, avec un quotidien marqué par les bombardements intensifs de l'armée d'occupation sioniste. Pas moins de 20 Palestiniens sont tombés en martyrs et une dizaine d'autres ont été blessés suite à une série de raids aériens violents et consécutifs sur le quartier d'El Daraj à Gaza et le quartier d'El Amel à Khan Younes. Face à cette brutalité sans répit, le déplacement forcé devient un acte de survie pour pas moins de 200 000 personnes qui prennent la fuite, poussées à l'exil dans l'espoir d'échapper aux tirs d'artillerie meurtriers. C'est la 4e fois que nous sommes déplacés du sud vers le nord. De Tel el-Za'tar au camp de Jabalia, nous fuyons constamment, de la nuit à l'aube, avec pour seul espoir de trouver un abri. Mais chaque endroit où nous cherchons refuge est ciblé par les bombardements, ce qui nous pousse à repartir chaque jour pour trouver un nouveau lieu où nous protéger. À une crise humanitaire sans précédent s'ajoute une menace de famine à grande échelle pour la population gazaoui suite au blocus humanitaire imposé par l'occupation sioniste. Plus de la moitié des convois d'aide n'ont pas pu être acheminés, bloqués au point de passage, laissant des milliers de familles sans accès aux produits de première nécessité. On se lève dès 6 h du matin dans l'espoir de recevoir un peu de nourriture et parfois on ne trouve rien à manger. J'ai 7 enfants à nourrir. Que suis-je censé faire? Nous n'avons vraiment rien à manger. Regardez cette marmite, elle est vide. Par moments, on se contente d'une simple tasse de thé pour tenir toute la journée. Ou si on a la chance d'un maigre repas. Selon l'UNRWA, plus de 50 000 enfants palestiniens ont été tués depuis le début de l'offensive sioniste sur l'enclave palestinienne. La détérioration des conditions de vie a atteint un point critique, franchissant toutes les limites de l'inhumain, laissant des milliers de Gazaouis livrés à eux-mêmes face à l'un des pires génocides que l'humanité ait connu, sans avenir certain, sans protection et sans répit. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a tranché. La question du Sahara occidental reste et restera inscrite à l'agenda international. Dans son rapport annuel pour 2024 adopté à l'unanimité, l'ONU rappelle les principes clés du dossier avec en ligne de mire le droit du peuple sahraoui à choisir de lui-même. Le travail sur le terrain se poursuit sous mandat prolongé de la MINURSO et malgré les nombreuses tentatives de diversion, la voie vers une solution politique reste ouverte et envisageable. Yemina Saïdi. N'en déplaise au Marzen, qui nie tous les droits humains des Sahraouis, le Conseil de sécurité s'exprime sans détour. Le chemin vers l'autodétermination du peuple sahraoui est clairement tracé. Réuni en séance publique, l'organe exécutif de l'ONU a adopté à l'unanimité son rapport annuel au titre des activités de 2024. Un document qui revient sur les grands dossiers inscrits à son ordre du jour, à commencer par celui du Sahara occidental. Dans ce chapitre, le Conseil de sécurité a posé sans emballage les mécanismes fondamentaux du règlement du conflit du Sahara occidental. Ainsi, le rapport rappelle que le Conseil a continué à tenir des consultations semestrielles sur la situation au Sahara occidental, à l'occasion desquelles il a entendu des exposés du représentant spécial du secrétaire général pour le Sahara occidental et chef de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental MINURSO et de l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Sahara occidental Staffan de Mistura. À noter particulièrement le passage suivant qui ne laisse aucun doute sur la voie à suivre pour parvenir à une solution à la question du Sahara occidental. Les membres du Conseil ont réaffirmé l'objectif d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour le Maroc et le Front populaire pour la libération de la Saria al-Hamra et du Rio de Oro, qui permettent de créer les conditions de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Et de conclure que c'est dans cette perspective que le Conseil a adopté le 31 octobre la résolution 2756 par 12 voix pour et 0 contre, avec 2 abstentions. Un membre n'a pas participé au vote. Par cette résolution, le Conseil a reporté le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2025. Pour le Conseil de sécurité, la voie est tracée.
Une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour le Maroc et le Front Polisario qui garantit l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, déterminé plus que jamais à recouvrer sa souveraineté. La grogne sociale au Maroc ne faiblit pas. Dans plusieurs villes du pays, les Marocains dénoncent entre autres et surtout la flambée des prix, l'exclusion sociale et un pouvoir totalement verrouillé. Un rejet net du système en place alors que les expulsions forcées sont toujours d'actualité. Des familles entières se retrouvent à la rue, sans relogement et sans aucune aide. Le peuple marocain paye aujourd'hui le prix d'une politique autoritaire qui balaie les droits les plus élémentaires. Yemina Seydji. Au Maroc, la rue gronde de nouveau dans plusieurs villes du royaume. Face à la vie chère, à l'injustice sociale et à l'impasse politique, les Marocains expriment leur colère. Un rejet clair et massif de la politique du Marzen. À travers le pays, la contestation grandit, portée par une population à bout de souffle qui ne se sent ni écoutée ni respectée. واش بغاو عندي واش بغاو عندي حمقوني خرجوا لي العقل انا ولا نمشي نخرج كناسه من داري وما نطريبش ليا الدار. Dans un contexte de marginalisation et de dégradation des conditions sociales et économiques, les manifestants, bien que pacifiques, n'ont pas été épargnés par la répression. Alors que les campagnes d'expulsion forcée se poursuivent, menées au nom de l'intérêt général, la réalité sur le terrain est tout autre. Une spoliation brutale, une atteinte à la dignité humaine, mais aussi un mépris total des besoins fondamentaux des habitants, arrachés à leur foyer, sans aucune aide ni solution de relogement. مرة جاي على هاد القوة كلها واش هذا حق ولا باطل واش حنا في المغرب اسيدي اللي ما عندناش حق في هاد المغرب غنهز ولادي عندي 8 ديال الولاد بولادهم بوليداتهم غنهزهم غنمشي ندخل الجزائر انا ما عنديش حق هنا في المغرب انا ماشي مغربية الدجاج هرسوا عليا هكا كيضربوا في السر جنب الحجر وانا واقفة كنغوت كنقول لهم بزاف هما كيضربوا فيا بالحجر. Face aux expulsions sans indemnisation, à un quotidien indigne imposé à des familles entières, le citoyen marocain pris en étau entre une politique d'exclusion et le silence d'un régime qui détourne le regard, continue de dénoncer le malaise social. Nous vous en parlions en titre. Dès demain, près de 800 000 élèves passeront les épreuves du BEM à travers tout le pays. 3 jours d'examen dans plus de 30 000 centres. Le dispositif est en place pour garantir le bon déroulement des épreuves avec un appui psychologique prévu au niveau de plusieurs centres. Également une vigilance renforcée contre les fausses rumeurs diffusées en ligne. Yasmina Saoudi. C'est un grand jour pour les élèves de 4e année moyenne. À partir de ce dimanche, près de 800 000 candidats entameront les épreuves du brevet d'enseignement moyen à travers le pays. Ils seront répartis sur environ 30 000 centres d'examen avec plus de 240 000 encadreurs mobilisés pour assurer le bon déroulement des épreuves. Le ministère de l'Éducation assure que toutes les conditions sont réunies pour garantir une session sereine et bien organisée, avec des sujets d'examen conformes au programme officiel traité tout au long de l'année scolaire. Il est à signaler que l'ONEC met en garde contre le phénomène de la circulation des faux sujets relayés sur les réseaux sociaux. Les candidats sont invités à rester concentrés et à éviter toute source de distraction. Les convocations et la carte d'identité sont obligatoires à chaque épreuve. Le site reste ouvert jusqu'au dernier jour pour imprimer les convocations en cas de perte. Enfin, pour soutenir les élèves sur le plan moral, une prise en charge psychologique sera assurée au niveau des centres, en coordination avec les services de santé. Nous célébrerons demain, 1er juin, la Journée mondiale de l'enfance, une date symbolique mais surtout une occasion de rappeler ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire pour garantir à chaque enfant un cadre digne, stable et bienveillant. Des centres spécialisés sont installés à travers tout le pays avec un accompagnement renforcé pour les enfants en situation de handicap. L'enfance bénéficie d'une attention particulière et au-delà des chiffres et des annonces, c'est surtout une exigence de justice et de protection. Rina Lohari. En Algérie, la célébration de la Journée mondiale de l'enfant est une occasion pour mettre en lumière les efforts déployés par l'État pour garantir aux plus jeunes un cadre de vie protecteur, équitable et propice à leur épanouissement. À travers des programmes multisectoriels et un arsenal juridique en constante évolution, les pouvoirs publics réaffirment leur engagement à placer l'enfant au cœur des priorités nationales. Sous la tutelle du ministère de la Solidarité nationale, plus de 100 établissements et centres spécialisés à travers le pays assurent aujourd'hui une prise en charge globale des enfants vulnérables
ou en situation de danger, en leur garantissant des services essentiels. Suivi sanitaire, accès à la scolarisation, activités de loisirs et surtout un accompagnement psychologique adapté. Rien qu'au premier trimestre de l'année en cours, près de 2250 enfants ont bénéficié de cette prise en charge et de ces services. Une attention particulière est également portée à la petite enfance, considérée comme une étape clé du développement. À ce titre, 4638 établissements d'accueil sont actuellement en activité sur le territoire national, encadrant plus de 227 000 enfants, dont 3225 enfants aux besoins spécifiques. Ces structures jouent un rôle central dans la socialisation précoce, la préparation à la scolarisation et la détection des troubles du développement. Consciente des défis posés par la prise en charge des enfants en situation de handicap ou porteurs de troubles, l'Algérie a mis en place un réseau étoffé de 239 établissements d'enseignement spécialisés, complétés par 19 annexes, encadrés par des équipes pluridisciplinaires, assurant un suivi personnalisé pour environ 36 000 enfants durant l'année scolaire 2024-2025. Des espaces spécifiques dédiés à l'accompagnement des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme et de déficience mentale ont été créés afin de favoriser leur insertion sociale en leur offrant un cadre stable, structurant et bienveillant. Pour soutenir cette dynamique nationale, une nouvelle loi a été promulguée le mois de février de l'année en cours relative à la protection et à la promotion des personnes aux besoins spécifiques. Ce cadre juridique prévoit non seulement des mesures de prise en charge adaptées, mais également des mécanismes d'insertion sociale et professionnelle. De l'éducation à la santé, en passant par l'accompagnement social, la prise en charge de l'enfance en Algérie témoigne d'une volonté claire de garantir un avenir plus inclusif, plus sûr, plus digne et plus prometteur. Et pour assurer une meilleure prise en charge de l'enfant et de l'adolescent, les professionnels de la santé mentale se sont réunis à Constantine à l'occasion des 3e journées internationales de pédopsychiatrie. La rencontre a rassemblé des spécialistes venus de plusieurs pays pour réfléchir ensemble aux défis que traverse la jeunesse. Et elles sont nombreuses, les problématiques abordées pour mieux comprendre et mieux accompagner les jeunes dans cette période importante de leur développement. Smaïl Radia. L'adolescence, miroir d'une génération, horizons et enjeux était le thème des 3e journées internationales de la pédopsychiatrie organisées à Constantine par la Société algérienne de cette spécialité. On a choisi de travailler autour de l'adolescent parce que dans les différentes consultations, on est confronté régulièrement à la crise des adolescents et à la souffrance des adolescents et des familles qui ne savent pas quoi faire devant la souffrance de leurs adolescents. De l'affluence des adolescents aux consultations de pédopsychiatrie, elle est mondiale. C'est une constatation de tout le monde et c'est essentiellement depuis le Covid. Tout ce qui se porte sur l'adolescence, ça nous concerne. Et entre-temps, la consultation au niveau de notre service, on trouve beaucoup de difficultés avec cette tranche d'âge. Donc ce congrès, c'est vraiment l'occasion de traiter toutes les questions et de trouver des solutions, bien sûr, de trouver des solutions et des réponses à nos questions. Cette rencontre scientifique vise également à une amélioration de la formation continue des médecins à la faveur d'un échange d'expériences. Nous avons maintenant une dizaine d'années d'existence en tant que discipline autonome par rapport à la psychiatrie de l'adulte. Et notre association est à son 3e congrès. Donc pour nous, c'est des réalisations. Et vous avez écouté la première séance, c'est les 8 services de pédopsychiatrie universitaires qui ont donc fait part de leur expérience. Période de transition entre l'enfant et l'âge adulte, donc avec beaucoup de particularités émotionnelles, comportementales et aussi relationnelles avec la famille, les conflits de génération et tout ça, avec les problématiques du corps, les problématiques de l'identité. Et voilà, donc ça mérite vraiment d'être abordé comme sujet pour toutes ces 2 journées de formation. Spécialité récente, la pédopsychiatrie est en train de se frayer un chemin dans la prise en charge de la santé mentale des enfants et des adolescents. Des établissements de Tizi Ouzou, Ardaya et Timimoun ont uni leurs efforts pour organiser une rencontre riche en découvertes et ainsi permettre aux enfants de souffler un peu après une longue année passée dans les salles de classe. Direction la forêt d'Aït Bohouni où les élèves ont partagé des activités en plein air. Une belle parenthèse que les petits ont vécue ensemble avec le simple plaisir d'être en pleine nature. Belle Amani.
Ambiance conviviale et éclats de rire résonnent dans le village d'Athbouhouni à Tizi Ouzou où des enfants venus des wilayas de Timimone et d'Oghardaya ont été chaleureusement accueillis à l'occasion de la journée de l'enfance. Au programme, plusieurs activités ludiques et créatives. Pour célébrer cette journée, nous avons mis en place un programme riche et varié. Il y a beaucoup d'activités intéressantes comme le dessin sur les galets. Nous sommes dans la forêt et nous avons beaucoup de concours à faire. Nous avons appris à dresser une tente et à faire des grillades. Nous sommes venus à la découverte de Tizi Ouzou. Au cœur d'une forêt verdoyante, une tente pédagogique a été dressée. Objectif, offrir à ces enfants un moment de détente loin des bancs de l'école pour booster leur créativité et favoriser à la fois l'expression artistique et le contact avec la nature. L'idée de cette tente pédagogique est venue pour sortir les élèves de la classe. Notre objectif est de les rapprocher de la nature et de leur permettre de changer d'air après une longue année scolaire. Nous avons organisé ce jumelage entre les écoles de Tizi Ouzou, Timimone et Oghardaya sur initiative des enseignants. L'objectif est de renforcer les relations fraternelles entre les enfants de l'Algérie. Cette rencontre interwilaya permettra d'apprendre aux enfants de faire face aux défis de la vie. C'est une occasion également de tisser des liens d'amitié entre eux. À Béchar, c'est par le théâtre que des enfants ont choisi de rendre hommage à l'histoire. Sur scène, les membres de l'association Haroun ont retracé le parcours de l'Arbi Khcheb, un jeune martyr de 13 ans tombé sous le joug colonial. À travers cette pièce, le rôle souvent oublié des enfants algériens dans la lutte pour l'indépendance a été mis en lumière en cette veille de journée mondiale de l'enfance. Comme quoi le courage et l'engagement n'ont pas d'âge. Jawida Bab Ahmed. La dernière fumée, une pièce bouleversante au théâtre Hakoun, nous plonge au cœur d'un combat d'un jeune adolescent de 13 ans de la wilaya de Béchar, Al-Arbi Khcheb. Jeune et brûlant d'idéal, incarne la colère d'une génération étouffée, celle qui refuse de plier devant l'injustice. Son acte ultime, se faire exploser, est présenté non comme apologie de la violence, mais comme le reflet tragique d'un monde où l'enfance est volée par la chaîne du colonialisme. Le projet de la dernière fumée est très ancien. Il s'agit d'une histoire qui s'est déroulée ici à Béchar pendant le colonialisme. Notre message à travers cette pièce est que rien ne vient sans sacrifice, que ce soit hommes, femmes, enfants, vieux. On doit tous sacrifier pour le développement de notre pays, dans tous les domaines, en guerre comme en paix. Mon deuxième message est destiné aux jeunes acteurs du théâtre. Le talent ne suffit pas pour réussir. Il faut beaucoup lire, travailler, se former sans cesse. Le talent seul ne suffit pas. Dans une mise en scène sobre mais poignante, le théâtre Hakoun devient un cri de révolte, une mémoire vivante et une interrogation sur le prix de la liberté. Je pense que le message aujourd'hui a été passé. C'était un tableau bien fait, bien ficelé. Il s'agissait de la révolution, d'une bataille qui est toujours présente aujourd'hui. Inch'Allah, أنا sincèrement نتمنى لهم النجاح. احنا ماذا بينا المسرح يعاود يولي علولة، يعاود يولي باش طارزي pourquoi pas. La pensée théâtrale en Algérie a été très avancée. On voit aujourd'hui, actuellement, ces jeunes
qui ont pris le mash'al. J'ai déjà participé à un travail sur les réseaux sociaux qui s'appelle Dalma, mais le théâtre est une première pour moi. C'était une très bonne expérience. Nous espérons avoir plusieurs associations formatrices en théâtre comme Ekoun. Ça va booster le domaine artistique ici. Ça aide beaucoup de jeunes à se développer dans le bon chemin. Depuis mon enfance, je suis de près tout ce qui est théâtre, cinéma. Aujourd'hui, j'en fais partie grâce à cette pièce. S'impliquer au théâtre est grandiose pour moi. L'Arbi Khacheb, rares sont qui connaissent ce jeune martyr. On voulait immortaliser son histoire à travers cette pièce. C'est mon deuxième atelier théâtral avec Bachir Selmi. J'ai déjà participé à un court-métrage et à d'autres œuvres. Le théâtre est le père des arts. Rares sont les femmes qui osent franchir les portes du théâtre. Moi, j'ai la volonté, j'ai un rêve, je dois le réaliser. La dernière fumée, un cri d'espoir, un devoir de mémoire, un théâtre qui dérange, mais qui réveille. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Et puis je vous retrouve le week-end prochain.